Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, a.k.a. Thor, avec vous sur la route. Hey, c'est une des premières, ça. C'est la route. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça devrait être possible. On ne creusera pas tant que ça dans l'analyse philosophique, mais on va quand même nager un peu dans les eaux bourbeuses. Dans les eaux bourbeuses du concept de l'humilité. On a beaucoup de difficultés avec l'humilité dans nos sociétés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui connaissent la définition philosophique de l'humilité. Et je crois personnellement que la définition philosophique de l'humilité est la bonne, puisqu'il s'agit d'un concept philosophique. Donc on va tripartager le concept. Donc la première catégorisation de l'humilité, en fait, est une négation même de l'humilité. C'est le concept le plus répandu, c'est qu'en fait, nous sommes des êtres... ça fait partie de ce qu'on appelle le constructivisme. Hein? Le constructivisme est le courant idéologique qui, à terme, veut mener les gens à construire eux-mêmes leur positionnement interrelationnel. Donc, les gens ont le droit de construire tout leur monde relationnel, mais à partir de ce moment-là, on vit ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent plus entrer en relation. Parce que si chaque personne a sa propre définition de qu'est-ce que rentrer dans le relationnel, ben nécessairement, ça fait des brouillages de transmission de la pensée, de la philosophie, du quotidien. Donc les gens ne parlent plus la même chose. C'est finalement la tour de Babel. C'est exactement ça si on se positionne dans le christianisme, dans le judéo-christianisme, hein, parce que la tour de Babel, c'est l'Ancien Testament. Donc si on se positionne comme ça, effectivement, il n'y a plus personne qui peut réussir à entendre l'autre dans sa profondeur, parce que on construit soi-même son idée. On construit soi-même son idée de la peine, la souffrance, la joie, la plénitude, le bonheur. Donc à partir de ce moment-là, on retrouve des pathologies dans notre société, entre autres le narcissisme ou le sadomasochisme. Hein? Qu'est-ce que c'est le sadomasochisme? C'est la représentation du bien-être d'une personne qui aime la souffrance, entre autres, ou aime faire souffrir. Donc à partir de ce moment-là, une personne qui n'est pas dans cette construction-là sadomasochiste, ben elle ne peut pas comprendre, mais comment peut-elle entrer en relation profonde avec une personne pour qui se fouetter ou fouetter quelqu'un ou se faire fouetter est quelque chose de remplissant, d'amenant le bonheur, la joie et finalement l'épanouissement plein et entier de cet être-là. Donc, comment arriver à comprendre ça? C'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas dans ce monde-là. Donc c'est ça dans quoi on vit aujourd'hui de façon la plus générale. Ensuite, je vais m'adresser aux gens qui viennent de mai 68, là, les mai 68 heures, la génération de mes parents. Donc ces gens-là ont une autre catégorisation de l'humilité. Donc pour eux, l'humilité, ça ressemble beaucoup à l'abnégation de soi. Donc plus je m'efface dans le néant interstitiel de la volonté théologique, plus je suis humble. Donc effectivement, c'est une vision qui est, selon mon humble avis, très respectable. Effectivement, dans une perspective, dans un télescopage monastique, si notre volonté profonde est de devenir à l'image d'un moine bouddhiste, effectivement, le moine bouddhiste ne veut que retrouver son union primordiale avec l'énergie cosmique. C'est son désir à lui là, en tant que moine. Mais un moine n'a pas d'enfant. Un moine ne vit pas dans la puissance de son être. Il ne vit pas non plus dans la jouissance orgasmique de son être. Fait que nécessairement, le moine bouddhiste se positionne dans l'océan tiède des volontés perdues. Mais c'est ça le moine bouddhiste. Hein. Moi, je crois, j'espère même, que ce sera mon positionnement lorsque j'aurai 75 ans, lorsque je n'aurai plus la puissance de jouissance orgasmique que j'ai aujourd'hui. C'est clair que je crois même que c'est fort louable comme objectif, mais chaque chose en son temps.
Et c'est là qu'on arrive à la troisième catégorisation profonde de l'humilité. Donc, en fait, la catégorisation philosophique est l'humilité et la reconnaissance pleine et entière consciente de sa place dans la communauté de l'être, de sa juste place dans la communauté. Donc, ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus de la dentelle que l'abnégation de soi ou le surenchérissement tyrannique de la valeur marchande, hein, que représente le monde, le courant le plus vaste dans notre monde. Donc, la juste place que l'on a nécessairement implique la connaissance de soi, ce à quoi on s'évertue de nous détacher dès la plus tendre enfance à l'école. Hein, on nous surimpose des choses à faire et à penser qui ne viennent pas de nous. À partir de ce moment-là, d'où peut provenir la connaissance de soi? C'est clair que c'est pas en regardant la TV qu'on finit par se connaître soi-même. C'est en expérimentant des choses qui proviennent de notre volonté. Et ça, c'est ce à quoi s'évertue le combat de la tyrannie du capitalisme marchand en mouvement. C'est le mouvement de la destruction de l'humanité. Donc ce mouvement-là ne veut absolument pas qu'on revienne à soi, qu'on fasse la connaissance de nous-mêmes, parce qu'effectivement, ça impliquerait une harmonisation des rapports relationnels dans l'humanité. Et ça permettrait aussi l'acceptation profonde des différences, pas juste l'acceptation, la compréhension profonde des tiens forts dans la communauté. Plus c'est clair, net et précis, ce à quoi on peut s'attendre des gens. Si j'arrive avec quelqu'un que je ne connais pas, quelle idée que moi je peux avoir de ses capacités? Je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas la positionner dans son humilité. Parce que si cette personne-là m'arrive, « Hey, tasse-toi, je suis capable de faire ce que tu fais là. » Puis là, moi, je fais acte d'humilité parce qu'elle me donne une représentation d'elle-même qui est très forte. Bon, ben moi, c'est ça, c'est le rôle de l'agent communautaire que je suis, de laisser la place à cette personne-là. Mais c'est là qu'on voit ou pas dans l'empirisme. Hein? Est-ce qu'on constate dans l'empirisme que cette personne-là a les capacités qu'elle dit? Bien souvent, dans le monde d'aujourd'hui, non. Et puis, si cette personne-là était proche communautairement de moi, elle n'aurait même pas besoin d'énoncer ce que l'on appelle bien souvent, à juste titre, de la prétention vaniteuse. Donc, effectivement, si on pense que cette personne-là n'a pas les capacités, puis on le voit, puis on le constate dans l'empirisme, puis cette personne-là n'est pas humble. Mais quelqu'un que je connais bien, et je le sais qu'elle peut tirer une charrue à elle toute seule, je donne un exemple de bête, puis que moi je suis en train de tirer une charrue avec difficulté, eh bien je lui laisserai ma place lorsque cette personne-là sera disposée à, par exemple. Okay? C'est ça l'humilité. Ça, c'est la réelle profonde humilité. Okay? C'est de reconnaître qu'est-ce que tu vaux dans le temps et dans l'espace, dans la tête, dans le cœur et dans les bras, okay? Dans les muscles. Et à partir de ce moment-là, on peut faire acte d'humilité. Tant et aussi longtemps qu'on ne se connaît pas, on ne fait que jacasser. Et le jacassage, ça remplit des bancs d'université dans les cours de philosophie, de sociologie, de politique. Mais le jacassage, ça n'a jamais rien réglé de fondamental. Donc, je vous invite à vous connaître vous-même. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez faire acte d'humilité profonde. Hey, à la prochaine!